L'été arrive à grands pas et la plus grande saison touristique va commencer dans tout l'hémisphère nord de la planète. Ce week-end se déroule justement à Beijing la 16e édition du Salon international du tourisme et de très nombreux pays viennent faire les yeux doux aux professionnels du tourisme chinois pour tenter de décrocher des contrats juteux puisque pas moins de 130 millions de touristes chinois voyagent chaque année hors de leurs frontières. Selon les chiffres délivrés par l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme et les voyages génèrent 7,6 000 milliards de dollars, soit 10% du PIB mondial et créent 277 millions d'emplois. Bien plus qu'une industrie de loisirs, le tourisme peut créer un développement durable dans les économies émergentes et contribuer à la réduction de la pauvreté. Tourisme et développement, c'est le thème de cette semaine dans la Chronique Éco. Jean-Marie, le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Le week-end va être vraiment chargé pour vous puisque vous assistez à la 16e édition du Salon international du tourisme de Beijing. C'est d'ailleurs, je crois, la 3e fois que la Côte d'Ivoire y participe. Comment vous préparez-vous à ce genre d'événement et quelles sont les nouveautés que vous proposez cette année? Écoutez, merci pour cette invitation. Le salon de Beijing est un salon important pour nous. Important parce que nous sommes un nouveau marché du tourisme dans le monde, petit pays par sa diversité. Donc se préparer pour venir à Beijing, il faut connaître déjà le marché chinois. Donc pour nous c'était important déjà de pouvoir capter ce marché avec une diversité, une palette de produits touristiques permettant effectivement de susciter l'intérêt pour notre pays et surtout pour les produits touristiques. Alors vous avez, j'imagine, un stand. Est-il grand? Est-ce que vous avez des animations, des choses comme ça? C'est marrant parce que ce que vous me posez comme question, c'est la première fois que nous avons participé il y a 3 ans, nous étions sur 18 mètres carrés. Et l'an dernier, nous sommes passés à 75 mètres carrés. Ah oui, donc c'est du simple au triple. Voilà, du simple au triple. Et cette année, nous sommes pratiquement sur 80 mètres carrés. C'est un gigantesque stand qui est complètement ouvert sur les 4 côtés, avec une diversité culturelle à l'intérieur pour présenter la Côte d'Ivoire. Combien de personnes participent cette année C'est surtout les agences de voyage et les agences qui émettent beaucoup de produits touristiques. Donc il y a une dizaine d'agences qui accompagnent, avec l'office, avec un chocolatier ivoirien. Un chocolatier? Oui, nous parlons de chocolat. Et également des démonstrations de chocolat, surtout les produits. Des fruits nappés au chocolat tiède, c'est un délice. Oh, mais ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller, effectivement. Merci. Donc en gros, une équipe vous êtes combien à peu près sur le stand? Sur le stand, nous devons être à peu près 15, voire 17 personnes sur le stand. D'accord. Alors, juste avant ce salon du tourisme, a eu lieu cette semaine une première mondiale, la première conférence mondiale sur le tourisme pour la paix et le développement sous l'égide de l'ONU à Beijing. Alors, tourisme et développement, ce sont deux notions étroitement liées. C'est d'autant plus vrai dans la Côte d'Ivoire, dont la croissance économique fait pâlir certains pays émergents. Alors, vous avez sans doute des chiffres plus précis que les miens. J'avais noté plus 9% de croissance en 2014. Oui, tout à fait. On a plus 9%. Mais vous savez, c'est le dynamisme que retrouve la Côte d'Ivoire après 10 ans de crise. C'est même un miracle pour nous, aujourd'hui, de ce côté-là. Parce que la Côte d'Ivoire a été longtemps la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai, oui. On revient petit à petit et 9%, ça n'étonne personne, sauf l'extérieur. Oui. Parce que nous avons un tel potentiel qu'il est possible aujourd'hui d'aller de l'avant. Mais parlons dans le secteur du tourisme, nous étions il y a 3 ans à 0,6 de contribution dans le PIB. Nous sommes passés à 4,8 de contribution. C'est impressionnant. Rien que pour le tourisme. Ouais. C'est un gros investissement également sur ces 3 ans, 151 milliards de francs CFA, 580 millions dans l'économie ivoirienne. Pour nous, c'est important. Mais ce qui est important, c'est que les Ivoiriens ont commencé à comprendre ce que c'est que le tourisme. Parce que... Comment éduque-t-on un peuple au tourisme? C'est de lui faire comprendre qu'il n'y a pas que l'agriculture. Vous savez, des années 60 aux années 90, la Côte d'Ivoire a basé son économie sur l'agriculture. Rentabilité totale, premier producteur mondial de cacao. Nous sommes aujourd'hui à 45% de la production mondiale de cacao. Énorme. Premier producteur de noix de cajou, d'huile de palme. La Côte d'Ivoire, sur le plan de l'agriculture, comme disait le président Houphouët-Boigny, il faut nourrir son peuple d'abord, avant de penser à autre chose. Et on n'a pas vraiment développé le côté tourisme.
seulement le tourisme d'affaires. Justement, c'est la question que j'allais vous poser ensuite. C'est très intéressant que vous disiez ça, puisque j'ai lu à plusieurs endroits, notamment dans un article de la Dépêche d'Abidjan publié en 2014, un doctorant du nom de Séraphin Prao, il déclare « La Côte d'Ivoire accorde toujours aussi peu d'importance à son tourisme ». Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Ben, vous savez, le problème du tourisme, c'est qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est. Vous avez tellement d'implications de tous les secteurs et que vous avez souffert pendant 10 ans d'une crise où rien n'a été fait. Donc sortir de là, il faut quand même réhabiliter. Ça a été d'abord... Tout ce qui est infrastructure, j'imagine, voilà. Il fallait réhabiliter les infrastructures, mettre les Ivoiriens au travail pour comprendre ce que c'est que le tourisme, ce que ça peut leur apporter. C'est très important ça. Vous ne pouvez pas tout développer d'un coup. Et l'État n'a pas les moyens de tout développer d'un coup. Donc il s'est institué un partenariat public-privé pour permettre effectivement l'investissement dans le secteur. Mais c'est lourd. Dès l'instant où vous n'avez plus de route, vous n'avez plus d'hôtel, automatiquement vous devez réinvestir. Plus de transport, etc. Voilà. Donc tout a été vraiment... Alors justement, vous évoquez le partenariat privé-public. Oui. J'imagine que c'est absolument essentiel dans le développement du tourisme dans un pays. Bien sûr. Comment concrètement ça marche, ce genre de collaboration? Vous savez, hein, c'est un investisseur qui souhaite mettre des moyens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je prends un seul cas, c'est Azalaï qui est venu, c'est Radisson. Il y a des facilitations qui sont mises en place. Il y a un code du tourisme, tout jeune, la première fois en Côte d'Ivoire, un code du tourisme existant depuis l'indépendance. Et ça vous permet d'avoir cette possibilité que l'État vous accompagne d'une façon ou d'une autre. Soit on cédant un certain nombre d'acquis, donc vous pouvez avoir le terrain, soit par une mise de 30% ou 20% sur votre investissement. À partir de là, vous avez cette crédibilité. Puis, il y a un code d'investissement qui est favorable en Côte d'Ivoire, qui vous permet effectivement d'investir pratiquement en gagnant vraiment la mise. Mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous développez, vous créez des emplois, l'État vous facilite l'accès donc à la propriété en Côte d'Ivoire, et vous créez par rapport à ça l'économie suffisante pour permettre à la Côte d'Ivoire de se développer sur le plan touristique. Donc, vous en avez parlé justement tout à l'heure. Avant les années 90, la Côte d'Ivoire s'était connue comme une destination d'affaires, puisqu'Abidjan et Yamoussoukro, ce sont deux énormes, j'allais dire, hubs d'affaires et commerciaux. Depuis la fin de la crise politique en 2011, votre président, Alassane Ouattara, il s'est démené vraiment très activement pour rétablir l'image touristique de son pays. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différences de votre pays, puisque, alors on a parlé de l'agrotourisme justement, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous proposez aux touristes. Quelles sont-elles? Vous savez, il ne s'est pas seulement démené pour le tourisme, il s'est démené pour toute la Côte d'Ivoire. Moi, je l'appelle le véritable VRP de la Côte d'Ivoire. Parce que, représentant. Voilà, c'est vraiment celui qui vous ouvre les portes pour pouvoir faire de la promotion. Et concrètement, dans ce que nous avons à proposer en Côte d'Ivoire, c'est tout type de tourisme. Je m'amuse à le dire, j'ai du tout type de tourisme. Il y a toutes les niches, sauf la neige. Ah, mais ça, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer. On ne peut pas l'inventer. Mais vous avez le balnéaire, 550 km de plage. C'est énorme, oui. C'est phénoménal. Vous avez des baies, dont une que je retiens pour moi, c'est la baie de Taki. À l'état pur, sauvage, où vous marchez pendant 1 km dans l'eau, et vous avez l'eau aux genoux. Donc, c'est extraordinaire de voir cela. Mais c'est encore à l'état de sauvage. Puisqu'on n'en a jamais entendu parler. Voilà. On parle souvent de cocodile. Bien sûr, mais c'est la baie de Taki, c'est vraiment... À l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est une zone, c'est ma zone préférée. Mais vous avez aussi le Sud Komoué, ce qu'on appelle le Sud Komoué, du côté de Bassam, de Grand Bassam, de Assini, où vous avez entre terre et mer, et entre lagune et mer, vous avez ce phénomène extraordinaire. Vous savez, moi je pense que c'est une, je dirais, c'est insulte à la destination que de parler simplement en très peu de temps de la Côte d'Ivoire. C'est un pays merveilleux. Merveilleux parce que vous avez du tout. Le tourisme sportif, avec la pêche au gros, avec le golf, donc tout ce qu'il y a comme golf. Vous avez le tourisme culturel. Plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. 60 Chine. Alors oui, là, vous 60 ethnies. 60 façons de vous dire bonjour. Mais une seule façon de vous recevoir, c'est l'aquaba. L'aquaba est une tradition. C'est un accueil à bras ouverts, où on vous étreint de cet amour. Cet amour qu'on vous donne simplement. Ça veut dire qu'on ne fait pas une poignée de main pour vous saluer, mais on vous... Hop, voilà, on vous chope simplement pour vous dire, là on vous donne le cœur, on vous donne les sensations, les meilleures sensations de la Côte d'Ivoire. L'hospitalité à cœur ouvert. Bien sûr, c'est une destination émouvante.
Donc, vous avez, je parle du culturel, vous avez l'artisanat. C'est un pays béni des dieux. Vous avez l'agrotourisme. Oui, Pays du cacao. Oui, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez l'écotourisme. C'est extraordinaire de voir qu'il y a quand même 8 parcs et réserves en Côte d'Ivoire, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Vous avez les singes, les chimpanzés les plus intelligents au monde qui existent dans ce parc, avec une biosphère unique. Et ces chimpanzés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 12 outils. Ils se promènent avec 12 outils dans cette forêt. Ils boivent en faisant des gobelets en paille. Ça paraît complètement incroyable ce que vous dites, excusez-moi. Mais j'ai hâte de voir ça de mes propres yeux. Voilà. Et ils ont des outils. Ils mangent comme des humains. Ils réfléchissent comme des humains. Mais c'est des singes que vous avez élevés ou... Non, ce sont des espèces protégées aujourd'hui, qui sont les chimpanzés de la forêt de taille, qui sont des espèces protégées. Parce qu'effectivement, ce sont les derniers vestiges vraiment de ces chimpanzés qui existent en Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà, vous avez même des... Je vous fais sourire. Bah oui, je sais pas, je m'imagine des grenouilles qui allaitent. Est-ce que allez voir ça, c'est extraordinaire. Et des hippopotames nains à l'intérieur. Et vous avez des éléphants de forêt à l'intérieur. Et ce sont ces arbres qui vous font 300 mètres de haut. Et lorsque vous arrivez sur cette petite montagne qui culmine à pratiquement 400 mètres, vous avez l'impression d'être au bout du monde. Et là, vous avez l'impression également de toucher des nuages. Vous ouvrez simplement la bouche et vous contemplez. Alors, on a touché les nuages, merci de nous faire rêver, mais du coup, on va redescendre un petit peu sur Terre, désolé. Dans la plupart des pays en développement, une transition touristique a dû s'opérer pour passer d'un développement touristique basé sur des critères quantitatifs et plutôt monétaires, disons donc gros revenus d'argent finalement, à un développement plus raisonné, qui prend en compte les considérations sociales et culturelles et environnementales d'un pays. Comment cela va? Écoutez, nous avons un indicateur très fort, c'est que lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait rien. Donc en se disant simplement qu'il faut construire ce tourisme à l'intérieur, à partir de rien. Le ministre du Tourisme a imaginé quelque chose de formidable, ce sont les relais paillotes. À l'intérieur ce sont des cases modernes qui sont alimentées en électricité par l'énergie solaire et la distribution à l'intérieur, donc de tout ce qui est facteur de production, se fait avec les paysans, les villageois, qui intègrent effectivement. Vous avez le vivier à côté, vous avez le poulailler à côté, vous avez... Voilà, le village s'implique. C'est comme la vie à la ferme, mais moderne. Absolument, de façon moderne. Mais c'est le tourisme communautaire. Vous l'avez dans la forêt de Taï, où effectivement aujourd'hui, les réceptifs qui sont construits à l'intérieur ne sont pas des villageois. C'est eux qui animent tout le circuit touristique à l'intérieur, avec la coopération allemande, et ils vont à l'intérieur, et c'est un retour sur investissement. Dès l'instant où ils font... Vous savez, le tourisme, c'est l'activité touristique est un jeu de rôle. Ils ont compris exactement qu'en recevant pas énormément de touristes, parce que vous ne pouvez pas entrer effectivement à plus de 10 dans la forêt, vous protégez l'environnement. Vous protégez l'état de vie de ces animaux qui sont une source essentielle. Pour nous, aujourd'hui, on s'est dit simplement qu'il est bon de revenir avec une photo que de sortir aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de braconnage dans ces zones, de sortir malheureusement avec un animal. Aujourd'hui, ces villageois sont eux-mêmes en train de protéger les espèces en voie de disparition à l'intérieur. C'est ce tourisme communautaire très important. Mais il y a le tourisme communautaire du côté de l'agrotourisme, parce qu'une tonne de cacao, c'est 1 000 €, mais quand vous mettez une case à l'intérieur et que vous recevez pendant 4 jours un touriste pour faire des vendanges du cacao, ben vous recevez la même somme pour 4 jours. Donc on essaie d'expliquer cela. Donc c'est à la fois une manne financière importante pour le développement et surtout pour l'aspect social qu'il y a dans le village si effectivement les paysans, les planteurs comprennent. Donc redistribution des richesses générées par le tourisme. Absolument. Mais à travers les villageois eux-mêmes. D'accord. Qui auront compris effectivement ce mécanisme. Donc du coup, vous avez partiellement répondu à ma question suivante, puisque, bon, évidemment, la croissance économique ivoirienne est énorme, donc c'est un atout, évidemment, mais c'est aussi une source de danger, notamment au niveau environnemental, vous l'avez évoqué. Comment concilier le progrès économique avec, sans mettre en péril l'équilibre naturel de la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire n'a pas opté, et la politique aujourd'hui du ministère du Tourisme, c'est de ne pas faire du tourisme de masse.
Vous comprenez? Nous, Oui. aujourd'hui, nous disons simplement que recevoir durant une année 1 million de Chinois, c'est le cap que nous nous fixons sur une année. Et par vague, ne serait-ce que de 200 tous les 2 mois, 3 voire 300 tous les 2 mois, ça permet de pérenniser les acquis et de ne pas quantifier simplement cela. C'est de donner de la qualité. La Côte d'Ivoire a fait du tourisme d'affaires, tourisme de qualité, de standing très élevé. Donc nous sommes habitués à cela, nous savons le gérer. Même quand il y a des grands séminaires en Côte d'Ivoire, nous ne proposons pas à 1000 personnes d'aller découvrir nos forêts. Nous sélectionnons et nous disons simplement qu'on a besoin de 100, 200 personnes pour aller visiter sur 2-3 jours ces forêts pour pouvoir les préserver. Il ne faut pas déranger dans leur habitat, dans leur environnement, toutes ces espèces qui sont en voie de disparition. Et c'est important pour nous parce qu'on a l'un des parcs les plus merveilleux, qui est le parc de la Comoé, au nord-est de la Côte d'Ivoire, 1 150 000 hectares, où les éléphants avaient disparu. Mais il y a 2 semaines, je suis allé faire une visite à l'intérieur, les éléphants sont en train de revenir. Et ça, c'est important pour nous, pour dire que cette quiétude est en train de se retrouver, alors que c'était vraiment le royaume des éléphants, de cette région qui, effectivement, retrouve petit à petit les buffles, les éléphants, les panthères. On a vu 2 lions. Voilà. J'apprends des choses aujourd'hui, c'est formidable. Je ne savais même pas qu'il y avait des éléphants en Côte d'Ivoire. C'est le retour au bercail. Très bien. Même des animaux. Donc évidemment, vous devez vous en flatter. C'est-à-dire que un tourisme raisonné a réussi à protéger l'environnement de la Côte d'Ivoire. J'imagine que vous avez quand même certains défis. J'ai entendu parler de la réhabilitation de la baie de Cocody, c'est-à-dire qu'il devait certainement y avoir de la pollution, des choses comme ça aussi. Ça, c'est un gros projet, mais c'est un gros projet urbain. Je veux dire que là, on va recevoir des bateaux de plaisance, on va recevoir un site merveilleux où on peut se balader comme, je dirais pas, là, c'est plutôt à Cannes ou à Nice. Mais, dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Donc, vous voyez, ça fait partie de l'urbanisation de la Côte d'Ivoire, avec une baie qu'il faut dépolluer. Mais le travail est en train d'être fait jusqu'en 2019. Ce sera livré, c'est en coopération avec les Marocains, qui font un gros travail. Alors, on est en Chine ici, hein, vous l'avez remarqué, votre présence est symbolique puisque la Côte d'Ivoire va évidemment profiter de la manne que représentent les touristes chinois, qui je rappelle, dépensent 6 fois plus en vacances qu'un occidental. Wow. Hein Comment un pays comme le vôtre fait-il pour attirer les Chinois? Et d'abord, pour attirer les Chinois, il faut comprendre. Il faut les comprendre d'abord, savoir de quoi ils ont envie, de quoi ils vivent, quelles sont les envies. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, nous avons participé à ce salon pour capter un peu le particulier. Nous ne sommes pas allés sur un salon professionnel, mais un grand public, pour connaître comment réagissent le Chinois lambda, que veut-il en vacances? Voilà. Mais nous avions un handicap. C'était surtout le fait que la Côte d'Ivoire n'était pas une destination prisée par les autorités. D'accord. Pour quelle raison? Mais simplement parce que la méconnaissance de la Côte d'Ivoire. Et puis il fallait rassurer. C'est vrai que nous étions en crise. Nous avons passé ce cap-là. Et il y a 2 mois, nous avons reçu l'agrément permettant aux touristes chinois de pouvoir venir en Côte d'Ivoire. Mais cela dit, la coopération se faisait déjà, puisqu'il y a beaucoup de Chinois. Vous avez dit tout à l'heure 2500 Chinois en Côte d'Ivoire, mais c'est surtout les aspects économiques. Maintenant, il faut capter. Donc nous avons appris avec les Chinois comment se comportait un Chinois. Qu'est-ce qu'il recherchait? C'est d'abord l'écotourisme. D'accord. La culture. Donc nous sommes venus avec une besace, je dirais, des sacs de propositions pour les Chinois, le Chinois lambda qui souhaite venir en Côte d'Ivoire. Et nous sommes surpris d'ailleurs de voir que beaucoup de Chinois viennent nous poser des questions sur la Côte d'Ivoire en matière d'écotourisme, d'agrotourisme et de culture. Donc votre pays a tous les atouts pour attirer les Chinois et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté à notre émission.